Attention, cet épisode est un témoignage autour des violences sexistes et sexuelles vécues par Natacha, qui a choisi de prendre la parole au micro de Faux qu'on cause. Merci de réserver l'écoute de cet épisode à un public averti, comme le veut la formule, ou bien à un moment choisi par vous comme étant le bon moment. Ce témoignage illustre un parcours traumatique, certes, mais se veut également et principalement une ressource inspirante pour les plus jeunes d'entre nous, notamment permettant à chacune de pouvoir sans doute mieux ressentir, cerner et comprendre ce qui est normal ou non dans son couple, pour reprendre les mots de Natacha. Bonne écoute. Ce que j'aime pas avec le terme de violence intraconjugale, c'est que justement ça ramène un peu à l'idée du couple installé, marié avec 3 enfants. Et du coup, moi justement, c'est ce qui me posait un peu problème, c'est que je me retrouve pas forcément dedans. Mes parents pensaient juste à une crise d'adolescence, sauf que c'était plus que ça. Ils jouent pas mal de choses à l'adolescence, ils jouent pas mal de choses dans les violences au sein du couple, alors les deux mélangés, ça fait un bon cocktail. Je m'appelle Natacha, et aujourd'hui, faut qu'on cause. J'ai bientôt 20 ans, je suis étudiante en travail social pour devenir assistante sociale. J'ai choisi de participer à Faux qu'on cause pour partager mon expérience, pour pouvoir aider d'autres jeunes dans le besoin, ou des parents, ou même des amis, par rapport aux violences sexistes et sexuelles, et plus particulièrement par rapport aux violences au sein du couple. Je souhaite aider les jeunes par rapport à ça parce que moi j'ai été à 16 ans dans un couple dans lequel j'étais violentée et j'avais pas d'exemple en fait de personnes dans la même situation que moi, donc c'était compliqué. Et justement j'aimerais aider par rapport à ça pour que les jeunes se rendent compte que non, c'est pas normal. Moi c'était quelque chose que je voulais déjà faire. Je connais de loin une influenceuse sur on peut parler de ça, d'une personne qui travaille sur les réseaux sur Nantes, autour des violences sexistes et sexuelles, mais au sens très large, qui fait notamment un podcast et qui avait fait un appel. Le problème c'est qu'elle commence à devenir un peu connue, tant mieux pour elle, j'ai envie de dire, parce que son podcast est très intéressant, et du coup, je m'étais proposée, après il y avait eu d'autres personnes qui avaient répondu à son appel, et du coup, il n'y avait pas répondu au mien, mais donc c'était déjà quelque chose que je souhaitais, et puis le fait que t'en parles toi, je trouvais que ça pouvait être intéressant par rapport à moi. Ça résonnait bien. Elle s'appelait Capucine Coudrier. Son nom sur les réseaux, c'est Over the Rainbow. Donc c'est une activiste féministe qui a un podcast, qui a écrit un livre, et qui publie pas mal de choses sur les réseaux, autour des actus féministes, des explications sur certaines notions, etc. Puis elle a été pas mal ressource pour moi, parce que c'est la première personne où en fait, elle a fait un épisode sur son vécu en tant que... Parce qu'elle a vécu des violences au sein de son couple, et elle a fait un épisode sur ça. Là, je crois 25 ans, je pense, à peu près par là. Et en fait, elle a vécu des violences entre ses 16 et 18 ans. Et du coup, ça a beaucoup résonné en moi, parce que je crois que je venais de quitter mon ex-petite amie à peu près à ce moment-là, et c'est vrai que ça a beaucoup résonné en moi. En fait, c'est la première ressource que j'ai eue par rapport à ça, et une des seules d'ailleurs. Je pense que j'aurais pris conscience par d'autres moyens, mais ça aurait pu être plus long. En fait, c'est un des déclics, parce qu'il y en a pas eu qu'un seul, mais c'en est un qui m'a aidé aussi à prendre conscience. Le fait justement qu'elle normalise pas les violences, ça peut paraître un peu futile, mais on a tendance en fait en tant qu'adolescent à se dire que s'il est jaloux, ça veut dire qu'il t'aime. Non. C'est pas normal. Et puis plein de petites choses comme ça, mais du coup c'est vrai que ça m'a fait, en fait, à travers ces exemples où elle avait le recul nécessaire pour dire que non, c'était pas normal, puis m'aider à me faire prendre conscience que non, c'était pas normal non plus. Pour contextualiser un peu cette relation, du coup, moi j'étais en 3ème, donc j'avais 14-15 ans, je sais plus exactement. C'était fin 2019, donc en plus à l'aube du Covid, tout ça. Lui était en terminale, en bac pro, il avait 17 ans. Donc on s'est rencontrés via les réseaux, parce que moi j'étais très isolée à ce moment-là dans la classe où j'étais, ça se passait pas très bien. Et en fait, du coup j'ai cherché à extérioriser d'une manière ou d'une autre, donc on s'est rencontrés sur les réseaux. Et puis on a commencé à pas mal se parler, jusqu'à au final se mettre en couple 3 mois plus tard. C'était pas évident encore à ce moment-là parce que du coup Covid. À peine un mois après on était confinés, donc non, c'était pas possible. On a commencé à se voir en fait à partir de juin 2020. Et à ce moment-là, elle avait pas encore son permis, donc c'était ses parents qui l'emmenaient sur
sur Nantes. J'y habitais à l'époque. Il habitait à peu près 1 heure, je crois. Et à partir d'août, il a eu son permis, donc en fait on s'est vu toutes les semaines quasiment, à l'exception des divers confinements et restrictions liées du coup à la pandémie. Être en couple en étant uniquement virtuel, je pourrais presque dire que c'est le début des violences en fait. Parce que c'était la seule personne qui me parlait réellement tous les jours, parce que du coup moi au collège ça se passait pas très bien. J'étais assez isolée dans le groupe où j'étais parce que j'avais des amis qui se voyaient, tous leurs parents se connaissaient, que moi j'étais un peu plus isolée par rapport à ça, donc c'était la seule personne qui me parlait réellement. Et quand lui a décidé, j'avais le choix, mais sur le principe, est-ce que j'avais réellement le choix? Je sais pas, en y réfléchissant. Donc je dirais presque que c'est le début des violences, que j'ai pas forcément non plus eu tant le choix que ça. Si je disais pas oui, est-ce qu'il aurait pas arrêté de me parler? Et du coup, vu que j'étais toute seule et que c'était la seule personne qui me parlait réellement, j'avais plus trop le choix, en fait, en parlant comme ça. En fait, la violence, je dirais qu'elle a commencé même avant qu'on se voit, dans le sens où, du coup, on s'appelait beaucoup en vidéo, truc tout con, hein, mais en plus, on était tous confinés, donc on passait notre temps à s'appeler, parce qu'on n'avait pas grand-chose à faire, et tout simplement, en fait, c'est passé par comment je m'habillais. Je sais que, juste avant qu'on soit confinés sur la période, on est, je pense, resté 1 mois ou 2 semaines ensemble sans qu'on soit confinés. Et du coup, tout bêtement, moi j'étais au collège, j'avais des cours de sport. Moi, je m'habillais en leggings pour faire du sport. Ça lui plaisait pas, par exemple. Et je sais que j'ai eu beaucoup de reproches par rapport à ça. Mais il y a eu aussi plein d'autres choses. Donc je dirais que c'est déjà passé par là aussi. C'était des reproches sur ma tenue, sur le fait que je cherchais le regard des autres, que alors il le disait pas comme ça, mais en vrai. On peut le voir comme ça aujourd'hui. Si je m'étais fait agresser, je le cherchais. Sur le principe, c'est un peu ça. Les formulations, c'était pas si direct que ça, en soi, j'aurais tendance à dire. C'était plus du genre, on voit bien ton corps, ou des trucs comme ça. Un peu plus insidieux. En fait, c'était même pas forcément tant sur moi directement, mais ça va être, oui, on voit bien mon corps, ou, les filles qui s'habillent comme ça, je les comprends pas, on dirait qu'elles qu'elles veulent juste plaire aux mecs, ou, des trucs comme ça, c'était pas toujours directement sur moi, mais bon, on voit bien que c'est dirigé. C'était un peu plus insidieux que dire, t'as pas à t'habiller comme ça. Ça, je pense que, oui, j'aurais mis le haut là, parce que j'ai eu la chance d'être élevée dans une famille où, on nous a bien accompagnés sur ça, et si on m'avait dit ça, non. Je savais que c'était pas ok. Mais du coup, vu que c'était plus insidieux, je m'en rendais pas compte, en fait, je m'en suis rendu compte bien après. Même là, en fait, je me suis rendu compte, je pense par rapport à ces petits taux, je pense que j'ai bien dû mettre 6 mois, 1 an à m'en rendre compte. Puis même là, en fait, je me rends encore compte de choses qui sont pas normales, alors que, ça fait quasiment 4 ans que c'est fini, alors que je me rends compte encore de choses aujourd'hui. Du coup, j'étais en 3e à ce moment-là, j'avais 14-15 ans, je commençais à me maquiller un petit peu, alors oui, c'était du gloss avec des petites paillettes, c'était quasiment rien, hein. Mais c'était déjà trop, en fait. Même ça, j'avais pas le droit. Et du coup, ça, c'est par exemple, c'est quelque chose qui a mis très longtemps, aujourd'hui, je me maquille peu, parce que j'en ai pas forcément envie, mais pendant longtemps, je m'interdisais de le faire, parce que j'en avais peur, en fait, de le faire, donc pendant longtemps, même si j'en avais envie, je le faisais pas. Je disais, les premières violences, elles ont d'abord été plus par rapport à moi, mais plus dans le psychologique et dans le verbal. Il y avait pas de violence physique au début, parce que forcément, on se voyait pas, il y en avait pas forcément beaucoup de sexuels non plus. Après, c'était des reproches, du coup, sur mes tenues, sur la façon dont je m'habillais, Après, les violences sexuelles sont arrivées aussi assez vite. Moi, du coup, c'était ma première relation. J'avais 15 ans, c'est normal. Et du coup, je savais pas non plus qu'est-ce qui était normal, de qu'est-ce qui était pas normal. Et c'est aussi ça qui a été compliqué, de me rendre compte aussi que c'était des violences sexuelles. Même en général, c'était mon premier petit copain, donc forcément, je savais pas. Et donc, elles sont arrivées assez vite. Et les violences physiques, c'est une des dernières choses qui est arrivée. Et c'est aussi ce qui m'a poussée à mettre terme à cette relation. Par rapport aux violences sexuelles, en fait, on pourrait se dire que c'est que des viols, non, c'est pas que ça. Moi, j'en ai subi, oui, mais il y a pas eu que ça. C'était aussi, du coup, me forcer des choses que je voulais pas faire, mais pas forcément que dans des actes sexuels, mais aussi,
Par exemple, me toucher les fesses quand j'en avais pas envie, c'est une agression sexuelle. Pourtant, c'est pas forcément conscientisé comme tel, surtout quand on a 15 ans. C'était aussi, toucher mes seins, par exemple. Alors que j'en avais pas envie, que c'était pas le moment, enfin... Bon, on était encore des grands enfants, donc tu vois, ça arrivait qu'on s'embête, qu'on se chatouille, que... tu vois, certains moments comme ça arrivait qu'ils touchent volontairement mes seins et mes fesses, c'était pas normal non plus. Après, du coup, ouais, c'est pas que les viols, clairement. Je pense qu'au début, j'essayais de le verbaliser comme quoi, ça me plaisait pas, en fait. Mais je me rendais pas forcément compte que c'était pas ok non plus. Enfin, c'est un peu compliqué, ça me plaisait pas, mais dire que c'est une agression sexuelle, moi, dans ma représentation de gamine de 15 ans, une agression sexuelle, c'est un viol. Ça me plaisait pas, mais de là en parler à mes parents, etc., pas forcément. Au début, j'essayais de dire non, au fait que, ça m'avait pas plu, que j'étais pas d'accord, que, c'était pas le moment, ou etc. Après, il était pas entendu, mon nom. Même si je le disais, il était pas entendu, et du coup, à un moment, j'ai arrêté de le dire. Entre guillemets, ça se passait, et puis, j'étais tranquille après, au moins. Plus vite c'était fait, plus vite c'était fini. Avec le recul, ça me rend triste pour la jeune que j'étais, parce que ma première expérience sexuelle, ça a clairement pas été ça a pas été comme dans les films un super moment, clairement pas. Donc j'avais déjà vécu des violences sexuelles à ce moment-là, mais là ça en a rajouté, clairement. Je pense que ce qui m'aurait aidé, c'est qu'on parle plutôt de tout ce qui est notion de consentement, etc. et notion de violence sexuelle. Alors mes parents en parlaient, par rapport à tout ce qui était actualité, etc. Ça a jamais été un sujet tabou chez moi. Pour autant, c'est vrai que c'était pas forcément quelque chose... j'aurais questionné ça. Je pense que, mes parents en auraient parlé sans aucun souci. Mais c'est vrai que, tout ce qui est cours d'éducation, je sais plus comment ça s'appelle, la vie affective et sexuelle, c'est ça, où il y a 3 séances par an, moi j'en ai eu 2 en 4e, et puis c'était tout, et c'était plus par rapport au comportement sexué et comportement relatif au genre, plus que sur la notion de consentement. J'en ai entendu parler, et encore elle sortait un peu de son cours avec ma prof de SVT de seconde, et du coup en fait les violences étaient déjà terminées, il me semble. Et seconde, ça fait un peu tard, il est jamais trop tard, mais par rapport à certaines choses, un peu si. J'aurais aimé qu'on en parle plus tôt, même sans parler forcément de consentement relatif aux actes sexuels. Le consentement, ça peut être plein de choses, même avec les enfants. Ça peut être le fait de est-ce que t'es d'accord pour que je te fasse des chatouilles, est-ce que t'es d'accord pour que je te fasse un bisou sur la joue. C'est pas forcément relatif aux actes sexuels, et ce serait bien qu'on en parle beaucoup plus tôt. Et ça, je pense que ça aurait pu m'aider. Je pense à mon petit cousin, s'il me demande ce que c'est le consentement, c'est être d'accord pour faire quelque chose sans qu'on soit forcé, sans qu'il y ait du chantage, sans qu'on dise que si tu dis oui, t'auras ça, ou si tu dis oui, je te ferai pas ça. C'est vraiment être au plus clair dans son esprit pour pouvoir dire oui. Je dirais ça comme ça. En fait, les violences psychologiques et verbales, il y en a eu sur tout le long de la relation. Aussi sur, entre guillemets, le choix de mes amis. Je m'étais rapprochée fin 3e de certains d'amis avec qui je m'entendais bien. Lui n'appréciait pas cet ami. Déjà, c'était un garçon, donc déjà, ça partait mal. Du coup, cet ami, je l'ai perdu de vue. Mais il y a pas que lui, il y en a plusieurs que j'ai perdu de vue à cause de ça. À 15 ans, c'est dur de perdre des amis à cause de la personne qu'on pense aimer, parce que, du coup, je me retrouvais des amis, alors que du coup, c'était une période un peu plus compliquée où j'étais un peu seule, et je retrouvais des amis, donc j'étais contente, et au final, de me dire que, je vais un peu moins leur parler, c'est dur. Parce que du coup, au final, je me retrouve encore toute seule avec lui. Le fait de vouloir éloigner la personne de son entourage, je dirais presque que c'est la base des violences au sein du couple. Là, je parle autant en tant que personne qu'en tant que futur professionnel. C'est... Les personnes victimes de violences, en fait, moins elles ont de personnes autour d'elles, moins elles ont, entre guillemets, de chances de parler. Donc, plus elles ont de risques de rester avec la personne violente. On culpabilise de pas pouvoir en parler. Parce que, d'un côté, je pense qu'il y a une partie de moi qui ressentait que c'était pas forcément normal sans pouvoir nommer non plus que ça l'était pas. Mais, moi, j'ai surtout beaucoup culpabilisé après. Quand j'ai commencé à me rendre compte que, il y avait des violences, j'ai énormément culpabilisé par rapport, notamment mes parents. Parce que mes parents l'invitaient quasiment tous les dimanches à manger. Et mes parents essayaient de me protéger au maximum, et je pense qu'ils ont fait tout ce qu'ils auraient pu avec la possibilité que je leur laissais aussi.
Mais du coup, moi, c'est énormément de culpabilité que j'ai ressenti, je dirais. Elle est toujours présente, la culpabilité, parce que j'en ai parlé à mes parents, en fait, enfin, j'en parlerai peut-être après, mais sur un rendez-vous que j'ai fait avec France Victime, où fallait que je leur en parle à un moment ou à un autre, et France Victime m'a donné l'espace pour en parler, et c'est une des 2 seules fois où j'ai vu mon père pleurer. Je l'ai vu pleurer à la mort de sa mère, et à ce moment-là. Bon, ma mère est un peu plus, a pleuré un peu pour un peu plus de choses, mais je pense que ça a été le plus dur. C'est de voir pleurer mon père. Je pense que ça, c'est ce qui me fera culpabiliser toujours, j'ai envie de dire, d'un côté. Mais sans vouloir parler à sa place non plus, je dirais il s'en veut de pas avoir pu me protéger. Il n'était pas d'accord pour cette relation, je le sais. Et au final, il a fini par accepter que cet homme vienne, chez lui. Et mon papa, c'est un papa poule, hein. J'ai passé beaucoup plus de temps avec lui, parce qu'il est père au foyer, et ma mère travaillait de nuit, donc c'était un peu plus compliqué de l'avoir quand j'étais plus jeune. Donc mon papa, c'est un papa poule, ses enfants, c'est tout. Enfin, pour ma mère aussi, hein, clairement. Mais il s'en veut toujours. On parle un peu de tout, mais c'est vrai qu'on va pas parler de ça directement, on va peut-être plus parler des choses, des violences en général, mais sans parler de mon cas précisément, mais par exemple en lien avec l'actualité. Je dirais pas que c'est par pudeur, je dirais que ils respectent le fait que je n'en parle pas. Ils iront pas me questionner, entre guillemets sans raison. Si j'en parle pas moi, ils iront pas me questionner parce qu'ils respectent aussi le fait. Ils se sont beaucoup renseignés après, que je leur en ai parlé. Ils savaient qu'il y avait des violences. Après, en fait, ce rendez-vous justement était l'occasion d'en parler un peu plus, et ils s'étaient beaucoup renseignés aussi, sur tout ce qui est victime de violence et le comportement aussi, et comment agir avec une personne victime. Et en fait, ils m'ont jamais parlé sans que moi j'en parle. J'ai pu en reparler, surtout avec ma mère. Mais encore une fois, c'était pas forcément la porte d'entrée. Si on parlait d'autres choses en lien, et puis on est venu en parler. Et elle m'a posé des questions à ce moment-là, mais sinon on n'en a jamais reparlé. Parce que eux respectent aussi le temps que peut prendre ma parole. C'est un très bon exemple de ce que c'est le consentement, clairement. Ils ont toujours été très à l'écoute sur ça, et je sais que si, en fait, au moment, je décidais de leur en parler à certains moments, très, très brièvement, mais en fait, à chaque fois où j'en ai parlé, ils m'ont posé des questions, en fait, sur, pas directement sur les choses en elles-mêmes, mais aussi comment je me sentais, aussi, toutes plein de petites choses comme ça, mais ils ont pas fait du voyeurisme, entre guillemets. Alors peut-être qu'ils auraient envie d'en faire, clairement, surtout ma mère, je pense, qui s'en veut beaucoup d'avoir raté des choses et qui se demande à quel moment elle aurait pu... comment elle aurait pu le voir. Mais ouais, non, je ressens pas de frustration par rapport à ça, parce que je sais que si j'ai besoin d'en parler, en fait, leur porte sera toujours ouverte. Ce que j'aimerais dire par rapport aux violences physiques, c'est que moi j'en ai quasiment pas vécu. Il y a eu 2 moments où il y a eu des violences physiques. En étant totalement honnête, ça aurait pu m'être fatal. Il y a une fois où je me suis pris une claque, après j'ai beaucoup de mal à resituer le moment, c'est très flou encore par rapport à ça. Et l'autre moment, en fait, c'était... on faisait un pique-nique et on était en fait avec ma compagne actuelle qui est une de ses anciennes amies. Je l'ai rencontrée grâce à lui, c'est le seul point positif que je ressors. On faisait... En fait, c'était un été, je crois que c'était en juillet ou... Ouais, ça doit être juillet, début août, en pleine canicule, je crois d'ailleurs. Du coup, on avait chaud, on avait des bouteilles d'eau, en fait, on s'est mis à faire une bataille d'eau, sauf qu'à un moment, il en avait marre. Et c'était quelqu'un de très colérique et ferme, bref. Et en fait, il en a eu marre, donc il est parti. Il est parti sans dire un mot, parce qu'il avait décidé qu'il voulait plus, et en fait, il l'a jamais verbalisé non plus, donc en fait, il est parti en colère, et puis je comprenais pas du coup. Donc je suis allée le rejoindre, et en fait, au niveau de l'hôtel régional sur Nantes, il y a un petit jardin avec plein de petites marches. Ceux qui sont de la région nantaise verront très bien de quoi je parle. Et en fait, il y a plein de petites marches, mais qui sont assez hautes. En fait, c'est un jardin sur plusieurs niveaux, je sais pas trop comment expliquer. Il y a un moment, du coup, j'ai essayé de lui parler, essayer de comprendre, sans même être intrusive non plus, mais il est parti sans dire un mot, donc je comprenais pas. Alors je sais pas exactement comment ça s'est passé parce que c'est encore très flou dans mon esprit, j'avoue. Mais il m'a poussé. Et il m'a poussé, du coup, moi je suis tombée vers l'arrière. Sauf qu'en fait, du coup, il y avait...
Enfin, c'était un endroit où, en fait, derrière moi, le sol était pas 1 mètre plus bas, mais je dirais bien 50 centimètres plus bas. Alors, par chance, j'ai pu me rattraper, mais en fait, et ça, j'en ai pris conscience il y a pas si longtemps que ça, mais en fait, j'aurais pu tomber sur la tête et ça aurait pu m'être fatal. Clairement. Et pourtant, il y a eu que ces 2 moments-là, en fait. Donc c'est aussi ça que j'aimerais dire, s'il y a des jeunes qui écoutent, c'est qu'en fait, enfin, même des moins jeunes, parce que les violences physiques, il y en a pas beaucoup. Ou en tout cas, enfin, ça arrive pas tout de suite. J'ai pas les statistiques, mais il me semble que dans beaucoup de situations où il y a des violences conjugales, en fait, les seules violences physiques qu'il y a sont fatales, justement. La relation, du coup, il y avait énormément d'emprise, dans le sens où, en fait, j'étais tellement sous emprise qu'il avait même pas forcément tant besoin de dire les choses ou d'arriver au moment où il était en colère pour que je fasse comme lui voulait. Il y a un côté contrôlant l'inconscient de l'autre, je dirais, c'est vrai. Et puis, l'emprise aussi, je dirais que ça passe par le fait que c'est permanent. Enfin, c'était du moment où je me levais, au soir où je me couchais. J'avais pas de pause. Je réfléchissais toujours à ce que je faisais. Mes parents, on faisait beaucoup de vélo. On faisait des balades, autour, on faisait des balades tout l'après-midi en vélo. Il y a des fois où je sortais pas parce que lui voulait pas. Ou parce que je savais que si j'y allais, je me reprendrais le retour du bâton. Donc, en fait, c'était tout le temps. Les violences, elles étaient là malgré le fait qu'on était tous les 2 chez nos parents en relation à distance et où au final, j'avais juste à couper le téléphone. Mais en fait, si je coupais le téléphone, comme je disais, en fait, j'étais toute seule. Parce que du coup, j'avais plus spécialement d'amis. Donc si j'arrêtais de répondre à ces messages, en fait, ou si je faisais quelque chose qu'il voulait pas, ou qui me mettait en colère, du coup, en fait, moi, j'étais toute seule. Et puis ça a pu se passer, malgré la présence de nos parents, lui déjà était plus vieux que moi, donc ses parents étaient déjà moins sur son dos. Sur la fin de notre relation, il avait 18-19 ans, je sais plus, donc alors il vivait chez ses parents, oui, mais bon, c'est différent. Et puis moi, je cachais les choses, enfin, j'étais tout le temps dans ma chambre, et puis alors tout bêtement, j'étais adolescente. Mes parents pensaient juste à une crise d'adolescence, le truc tout con. Sauf que c'était plus que ça. D'un côté, c'est de la dissimulation, oui, mais pas consciente, je dirais. Un peu par protection de l'autre, parce que du coup, c'est la seule personne qu'on a. Si j'avais tout dit à mes parents, et déjà, il aurait fallu que j'en ai conscience, ce qui était pas le cas à l'époque. Si j'avais tout dit à mes parents, bien sûr qu'ils auraient fait en sorte que je lui parle plus. Ils auraient fait leur rôle de parents, ils l'ont fait du mieux qu'ils ont pu par rapport à ce qu'ils savaient. Mais bien sûr qu'ils auraient fait en sorte que je lui parle plus, en sorte que je sois en sécurité. Mais du coup, j'avais plus personne si je lui parlais plus à lui. L'emprise, c'est même pas tant la manipulation du sentiment de solitude, c'est la manipulation, je dirais, de même tous les sentiments. Par exemple, si j'étais triste et que lui, il y avait quelque chose, non, j'avais pas le droit d'être triste. C'est vraiment la manipulation, ouais, je dirais même de tous les sentiments, particulièrement négatifs du coup, mais un peu tout. Pour sortir de cette relation, j'ai pas eu un déclic, mais j'en ai eu plusieurs. Alors je parlais du coup de l'activiste féministe Capucine Coudrier ça m'a aidé aussi à comprendre, mais ça du coup j'étais déjà sortie des violences en fait. J'avais pas encore conscience des violences, mais j'en étais sortie. Ce qui m'a fait vraiment, je pense, sortir des violences, alors c'était pas du coup conscient, mais c'est en fait la fois, du coup il y a eu de la violence physique et que en fait, alors je pense que j'en ai pas pris conscience à ce moment-là parce que j'en ai pris conscience que très récemment. Mais je pense que ça a fait quelque chose et en fait je l'ai quitté très peu de temps après. Après du coup pour prendre conscience du coup des violences, il y a eu plusieurs choses. Il y a du coup un spectacle qu'on a été voir de slam que j'ai été voir en première avec ma classe, un spectacle de Diata Ndiaye, la fondatrice de Résonante. C'était un spectacle de slam autour des violences sexistes et sexuelles et qui abordait pas mal de choses. Il était question de violences sexuelles, mais il était question aussi de violence sur les enfants, un peu dans tous ces... je me rappelle, il était aussi question d'excision, et en fait, alors je sais plus comment c'est arrivé, mais ils ont aussi parlé du fait qu'elle pouvait accueillir pour orienter aussi les personnes, et du coup en fait je les ai contactés suite à ça. Et là, je viens de m'en souvenir, mais il y a aussi le fait qu'il y avait pas mal de ressources. Ils ont donné des numéros, des associations, mais en fait, il y avait aussi de la ressource papier. Il y avait des flyers, il y avait un peu plein de choses, et il y avait le violentomètre.
C'est une échelle graduée qui permet de, entre guillemets, mesurer la violence au sein d'une relation. Il y a 3 parties, il y a ta relation est saine, il y a violence, dit stop, et je crois que la dernière partie c'est danger, alors je sais plus comment c'est nommé, mais c'est tu dois partir, ou enfin... je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de choses dans le orange et dans le rouge. Et je me suis rendu compte qu'en fait, alors je sais plus exactement, mais je crois qu'il y a que 2 cases que je remplissais pas dans le orange et dans le rouge. Ce qui est quand même beaucoup. En fait. Et c'est ça aussi qui m'a aidé à en prendre conscience, alors. Ça a clairement pas été tout, mais ça fait un petit électrochoc d'un côté. J'étais plus en relation avec lui à ce moment-là. C'était 3 mois après. Même pas. En fait, me rendre compte de ça a été violent. Et en fait, je l'ai mis sous le tapis. Et du coup, j'ai pas travaillé dessus tout de suite. Après, c'est hyper violent de se dire qu'à 15 ans, on a été victime de tout ça. En fait, de voir vraiment, je suis quelqu'un de très visuel. Donc en fait, le voir, moi, c'était trop. Et du coup, c'est pas tout de suite que je me suis orientée vers Résonante. Ça a mis encore quelques mois. J'ai eu rendez-vous en décembre, mais vraiment fin décembre, avec une bénévole de l'association qui m'a orientée du coup à partir de ce moment-là vers France Victime. En fait, c'est elle qui a appelé pour moi, parce que moi je n'aurais pas été capable, elle m'a proposé de le faire, et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Moi j'en aurais été incapable. Ça m'a aidé énormément parce que comme je le disais, moi j'aurais jamais pu faire ça pour moi. Mais du coup que ce soit quelqu'un qui le fasse entre guillemets à ma place, parce que là j'étais pas capable de le faire moi-même, ça m'a permis d'avancer. Je saurais pris 2 mois en plus si j'avais dû appeler moi-même. Bon, je pense que ma compagne l'aurait fait avant, mais je n'aurais pas été capable. France Victime, c'est une association qui n'aide pas forcément que les victimes de violences sexistes et sexuelles ou au sein du couple. C'est vraiment plus large que ça, qui aide tout type de victimes. Alors, ils présentent mieux que moi leur association, mais du coup, en fait, ils sont aussi formés, ils peuvent aussi accueillir du coup un peu tout le monde. Je sais que j'avais été mise en difficulté par rapport à ça, parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas encore majeure. J'avais du coup 16-17 ans. Donc alors je sais plus c'est quelle association, mais qui ne pouvait pas me recevoir parce que j'étais encore une enfant, et que du coup j'étais en difficulté par rapport à ça, parce que c'est un petit peu un flou par rapport au fait que oui, j'étais victime au sein de mon couple, mais pour autant ils pouvaient pas me recevoir. Donc c'est aussi ça permettait aussi de pouvoir être écoutée sur ça. J'ai été accueillie, je sais plus sur combien de rendez-vous, par une psychologue et une juriste. Ça m'a pas mal éclairé, ce que je me posais à ce moment-là la question de porter plainte. Donc ça m'a beaucoup aidé par rapport à ça. Au final, je l'ai pas fait. Parce que j'aurais pu le faire, mais du coup, je savais que j'allais très probablement déménager sur Angers, c'était pas forcément le moment. J'avais pas le temps, honnêtement. Mais c'est toujours pas le cas, j'ai toujours pas le temps. Puis j'ai pas forcément envie, dans le sens où je sais qu'il habite pas très loin de chez moi, en 45 minutes, je peux être chez lui, je sais qu'il a pas déménagé, ça me pousse pas non plus à le faire, mais en tout cas, ça m'a pas mal éclairé sur ça. Et puis du coup, comme je le disais, ça m'a permis de parler à mes parents. On a fait un rendez-vous, du coup, il y avait la psychologue, la juriste, mon père, ma mère et moi. Et en fait, justement, on était énormément ressources, c'était un lieu neutre, c'était pas chez moi. Donc déjà, ça aide énormément. Parce que moi, pendant très longtemps, j'ai eu peur d'être chez moi. Parce que du coup, il venait tout le temps. Du coup, c'était un lieu neutre. Je savais aussi que ma mère se poserait beaucoup de questions. Et ma mère a un peu moins de filtre que mon père. Et elle y poserait ces questions. Et en fait, je savais qu'il y a des questions, notamment sur les violences sexuelles, que je n'aurais pas pu répondre. Et je savais qu'il y aurait quelqu'un pour reposer le cadre, si moi j'y arrivais pas. Et je pense que c'est surtout ça, qui a été important pour moi dans cet accompagnement, c'était de pouvoir en parler aussi à mes parents. Même si ça a été très dur du coup, mais autant pour moi que pour eux, mais pour eux encore je peux pas imaginer, hein, mais ça m'a énormément aidé. Pour moi, les conséquences, il y en a une qui m'a pas mal handicapée. Je vais pas bien, ça s'exprime pas tant psychologiquement, mais physiquement. C'est aussi au niveau de la cheville, de l'algodystrophie. Je saurais pas l'expliquer, sincèrement, je suis hyper laxe, j'ai eu pas mal d'entorses à cause de ça. Mais du coup, déjà, il y a de ça. Mais il y a aussi une part psychologique. Et en fait, ça s'est déclenché, après que je l'ai quitté. Quasiment en même temps. J'ai fait
une entorse à ce moment-là. Et en fait, à partir de là, j'ai eu mal pendant... j'ai encore mal aujourd'hui. Hein. Enfin, j'ai dû marcher avec une béquille pendant X temps. J'étais sous codéine, j'ai fait des IRM, j'ai fait des échos, des radios dans tous les sens. Enfin, on pensait même à un déchirement du ligament, etc. Tellement... j'avais mal tout le temps. Donc ça, en fait, c'en est la première conséquence, j'ai envie de dire. Et puis la plus visible, honnêtement. Parce que, autant la santé mentale, c'est plus facile de l'ignorer, autant la santé physique, Et moi, en fait, on en parlait il y a pas si longtemps que ça avec mon père. Dès que je suis stressée, en fait, je me fais des entorses ou je fais des... moi, ça s'exprime par le physique. Donc ouais, c'est la première conséquence et c'est celle qui a été une des plus dures. Parce que, du coup... il y a eu aussi un parcours un peu d'errance médicale, même s'il a pas non plus duré très longtemps, mais pendant plus d'1 an, on savait pas ce que j'avais. Parce que j'ai fait des échos, des radios, j'ai fait 2 ans de kiné, à raison de 2 séances par semaine, avec le bac, avec ceci, c'était un peu lourd. Donc je pense que c'est une des conséquences principales, ou en tout cas celle que j'ai pu le moins ignorer. Après, je parlerai de la peur. De la peur vraiment que je ressens tout le temps. Enfin, maintenant je la ressens moins, mais ça m'arrive encore de la ressentir. Il y a des fois, je suis tétanisée. Tout bêtement, sa première voiture après le permis, c'était une voiture assez commune, bleu marine. Pendant un moment, je ne pouvais pas avoir cette voiture. Je faisais une crise d'angoisse dès que j'en voyais une. Je peux pas t'expliquer le nombre de fois où j'ai angoissé en voyant cette voiture. Je sais qu'une fois, un matin, je l'ai vue en allant au lycée. Alors par chance, j'ai changé de lycée et il me semble qu'ils savaient pas où était mon 2e lycée. Mais j'arrivais plus à avancer. Hein. J'étais bloquée là où j'étais. Parce qu'en plus, c'était quelqu'un qui lui ressemblait presque. Mais en y regardant de plus près, il y avait pas tant de ressemblance que ça. Hein. Mais... juste, ça m'a suffi. Et même encore aujourd'hui, maintenant aujourd'hui ça va mieux, clairement, mais il suffit que je ne sois pas dans un bon moral, que je me sois levé du mauvais pied, des trucs qui arrivent à tout le monde, hein. Mais ça m'arrive encore d'être bloquée. Alors qu'il y a des fois, alors une femme aux cheveux longs, non, c'est pas lui, clairement. En réfléchissant de manière posée, je le sais, mais c'est vrai que la peur, c'est quelque chose que j'ai ressenti pendant longtemps. Puis c'est quelque chose que je ressens, je parlais de la voiture, mais par rapport à beaucoup d'autres choses aussi, par rapport à la façon dont je m'habille des fois. Clairement, à certains moments, je suis incapable de porter une jupe tout simplement. Alors que c'est un vêtement banal. Il y a des moments, j'ai envie par exemple de me maquiller ou de mettre du vernis ou que sais-je encore, je vais pas pouvoir le faire parce que je me dis je vais me faire agresser. Alors que non, il y a aucune raison que ça arrive, mais c'est vrai que je fais encore beaucoup attention, mais pas tant par rapport, que ce soit le jour ou la nuit, mais par rapport, en fait, à ce que lui pouvait me dire par rapport à ma tenue. Alors je sais que tout con, il y a pas longtemps c'était son anniversaire. Les choses ont fait qu'en fait on est sorti au restaurant avec ma femme ce soir-là. En fait j'ai réfléchi énormément à comment je m'habillais. Et puis en fait, au final je me suis habillée comme je voulais, mais c'était dur parce que, c'était un effort pour moi de m'habiller comme je voulais parce que je portais une jupe, j'étais en talons, j'avais du maquillage. Clairement tout ce que lui ne voulait pas. Et d'un côté, en fait, c'était aussi... lui résister même s'il est plus là. Et j'étais contente de ça, au final, d'avoir réussi à le faire, d'avoir réussi à m'habiller comme je voulais. Il venait le dimanche chez moi la plupart du temps. Le dimanche, c'est encore très compliqué pour moi. Pendant un moment, en fait, le dimanche, j'étais incapable de faire autre chose que pleurer et faire des crises d'angoisse toute la journée. Maintenant, je peux faire des choses, et encore, c'est compliqué. Hein. Le dimanche après-midi, j'ai du mal. Mais en fait, ça dépend aussi des moments... ça dépend de comment je suis, même autre que ça, même mentalement. Si j'ai passé une mauvaise semaine, ça va pas aider. Pendant très longtemps, j'ai fait des insomnies. Quand j'étais chez mes parents, j'ai fait beaucoup d'insomnies. Ça s'est arrêté à partir du moment où j'ai emménagé sur Angers quasiment. J'arrivais plus à dormir dans mon lit. Parce qu'en fait, il y avait eu des agressions. Le seul moyen que j'ai réussi à trouver pour avoir moins peur dans mon lit, et dans ma chambre en général, parce qu'il y était souvent du coup tous les dimanches après-midi, j'étais là quoi. J'ai changé le sens de mon lit. Au lieu de mettre mon coussin à l'avant, je l'ai mis à l'arrière. Et déjà ça m'a aidé. Et mes parents ont été très présents dans ça parce que, ça ils en étaient au courant, ils savaient pas trop quoi faire. Et en fait à un moment, on habitait dans un logement social, ils ont décidé de changer les sols, je sais pas pourquoi. Et alors déjà ils ont changé les sols, mais du coup on devait enlever tous les meubles de la pièce. Et du coup on a dû enlever tous les meubles de ma chambre et ils se sont dit tiens tant qu'à avoir tous les meubles enlevés, est-ce que tu veux qu'on bouge les meubles? Au mieux de ce qu'on peut par rapport aux contraintes qu'on avait. Mon lit on n'a pas pu le changer de place parce que il passait pas à d'autres endroits aussi par rapport au chauffage, etc. Des petites bêtises, mais en fait ils m'ont proposé de changer les meubles de place et ça m'a énormément aidé. Parce que mon bureau n'était plus au même endroit, donc c'était entre guillemets, il y avait un chapitre qui s'était tourné. Et puis j'ai eu de la chance, mes parents ils ont été hyper soutenants dans ça,
ils ont pas pu comprendre non plus à 100% ce qui est en jeu, parce que ils étaient pas non plus totalement concernés. Mais ils ont toujours été présents, ils ont toujours été à mon écoute, et ils ont toujours essayé de trouver des solutions pour que je me sente mieux. Enfin, sur ça, j'ai eu énormément de chance. Du coup, je suis en formation pour devenir assistante sociale, je suis en 2e année. La formation, elle est faite 3 années, donc là, je suis tout pile au milieu de la formation, même peut-être un peu plus vers la fin que vers le début. Du coup, être assistante sociale, c'est accompagner les gens, mais dans diverses structures, parce que il peut y en avoir autant en département que en hôpital, que dans des structures un peu plus spécialisées. Ce métier m'est venu aussi par rapport à mon parcours personnel, pas tant par rapport aux violences, même si ça a joué, mais par rapport à mon parcours en tant qu'enfant. On a été... ma famille a eu quelques moments compliqués, en fait, à 3 ans, j'avais déjà passé beaucoup de temps dans le bureau de l'assistante sociale, qui nous ont beaucoup aidés. Et je pense que ça a joué pour quelque chose, même sans que je m'en rende compte forcément. L'assistante sociale de mon collège était vraiment géniale, et il m'a pas mal aidé aussi sur pas mal d'autres choses. Et je pense que ça en est venu aussi de là. Ce qui est compliqué du coup dans la formation, c'est mon parcours par rapport aux violences. Parce que c'est quelque chose dont il est pas mal question aussi. Moi, ce qui a été surtout compliqué, c'est mon stage de première année. J'étais du coup sur de l'accueil ponctuel de personnes. Il y a une dame qui venait pour le dossier pour le handicap de sa fille. Et en fait, elle a livré des violences au sein de son couple, justement. Enfin, c'était absolument pas quelque chose auquel on s'attendait. Mais alors vraiment pas du tout. On parlait de sa fille et puis de comment ça se passait à la maison et puis en fait elle a parlé de violence et puis c'est une dame qui était très crue dans ses mots. Elle a dit des choses, je pense que ça me marquera jamais la façon dont elle l'a dit. Et ça a été très dur pour moi par rapport à mon vécu. Et pour le coup, j'ai eu une maître de stage qui était incroyable sur ça, qui m'a beaucoup accompagnée, qui m'a beaucoup aidée à mettre la distance entre le professionnel et le personnel, et c'est ça qui a été le plus compliqué, je pense, pour l'instant dans ma formation par rapport à mon vécu. Parce que en fait, je suis sensible à ce sujet. Donc c'est ça qui est dur, c'est de mettre la distance entre mon propre vécu et le vécu de la personne que j'ai en face. Après, j'étais qu'en première année, donc c'est aussi normal. Là, je suis en 2e année, je suis en évaluation des situations de protection de l'enfance. Du coup, c'est des choses qu'on voit. Là, actuellement, j'accompagne justement une femme qui est victime de violence, enfin, qui était victime de violence, mais qui est clairement encore sous emprise. Du coup, là, je l'ai vu la différence entre l'année dernière et aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, alors oui, je suis sensible à ce qu'elle peut dire, parce que il y a des choses très fortes aussi. Mais pas autant que l'année dernière. Enfin, l'année dernière, je crois que je m'étais effondrée en pleurs dans les toilettes parce que c'était trop dur. Mais cette année, en fait, plus que d'être sensible, je dirais que je comprends ce qu'elle ressent et que du coup, je suis plus ouverte sur ce sujet-là. Je pense que s'il y a des choses, si on n'a pas vécu de violence, on peut pas le comprendre. On peut pas l'imaginer, en tout cas, comme c'est. Et donc, je dirais que je comprends plus ce que certaines personnes peuvent ressentir. Par rapport à ça, notamment, elle parle de la peur, mais ça, je le comprends totalement, en fait. Je sais pas si je dirais que je la vois comme un atout, parce que, clairement, si j'avais pu y échapper, j'aurais pas voulu vivre ça. Mais c'est vrai que c'est intéressant que ça mène un autre regard. Mais du coup, ça me met en difficulté sur certaines choses, et même la formation, c'est assez dur parfois aussi par rapport à ça. Là, je vois, j'ai eu du coup un rendez-vous avec cette dame qu'on accompagne, il y a pas si longtemps que ça, et ma maître de stage l'a rassurée, et en fait, elle a dit des choses très fortes, et ce qui était compliqué, en fait, c'est que je me retrouvais aussi dans ce que ma maître de stage disait, et donc c'était très fort. Après, j'ai su mettre la distance et y repenser plus tard, quand du coup, j'étais chez moi au calme, et que j'étais plus sur mon lieu de stage, mais c'est vrai que c'est encore compliqué. Et puis ça m'amène à beaucoup retravailler sur ça, parce que forcément, en fait, ça m'y fait repenser. Et je découvre encore des choses par rapport à moi-même que j'avais oubliées. Donc c'est vrai que c'est pas forcément un atout parce que ça me met encore en difficulté par rapport à la formation. Ça peut peut-être devenir un atout, mais à partir du moment où j'arriverai vraiment à détacher, en fait, les sentiments que moi je ressens par rapport à ma situation de l'accompagnement que je fais. Ce qui est pas forcément encore totalement le cas, même si j'arrive à les mettre de côté pour le moment où je suis avec ma maître de stage en entretien, mais j'y repense quand même le soir. Je veux pas non plus complètement oublier, parce que ce serait
entre guillemets, je sais pas trop comment dire, mais rayer une partie de moi. Parce que je peux pas le nier, ça a existé, et puis ça fait partie de moi, et ça fait aussi la personne que je suis aujourd'hui. Par rapport à la résilience, je sais pas si j'y suis encore, clairement. Je dirais plus que je suis en reconstruction, parce que réparation, ça voudrait dire partir à des objets de départ pour essayer de boutiquer quelque chose. Je dirais que j'y étais un moment, essayer de réparer et faire comme s'il y avait pas eu. Je dirais plus que je suis sur de la reconstruction, j'essaie de faire à partir de ce que j'ai, de ce que je peux piocher un peu partout, et que du coup la résilience, j'y suis pas encore. En fait, j'arrive pas encore totalement à faire avec, parce que y a des moments où je suis totalement débordée par ça, et que du coup c'est pour ça que je dirais que je suis plus pour l'instant dans la reconstruction. J'essaie de faire avec, mais c'est pas encore ça. Il y a un moment, on a reçu un entretien, une jeune de 15 ans à peu près l'âge que j'avais à l'époque, qui parlait des agressions sexuelles qu'elle avait vécues par son copain, et puis pareil, qui était très crue dans ses mots et totalement détachée des sentiments qu'elle pourrait sentir. Elle était très froide, très crue, et c'est vrai que ça m'a énormément touchée, mais puis ça a résonné en moi, et en fait j'ai été mise en difficulté à ce moment-là, et c'est pour ça aussi notamment que j'ai repris un suivi psy en lien avec ça. Pour donner quelques ressources, je dirais tout d'abord Solidarité Femmes, qui accompagne les femmes victimes de violences, quelles que peuvent être les violences, qui va vers, ou qui tente d'aller vers les personnes, notamment avec le van mobile qu'ils ont inauguré il y a pas très longtemps, où ils vont dans les communes. Il me semble il y a pas très longtemps ils étaient sur Chalonne, je crois, qui peuvent accompagner, qui peuvent mettre à l'abri, et pas forcément seulement la femme victime, mais aussi ses enfants si elle en a. Et ça, je pense que c'est important de le noter aussi. Du coup, je dirais France Victime aussi, bien sûr. Après, c'est vrai qu'ils sont moins spécialisés, mais ils sont aussi formés à l'écoute des victimes, quelle que soit la nature. Je parlais du fil santé jeune et de Comment on s'aime, qui sont peut-être deux choses un peu plus orientées pour les jeunes, justement, avec des chats en ligne qui sont anonymes et puis qui permettent d'avoir des réponses. Du coup, le fil santé jeune un peu plus général, mais qui sont formés aussi sur ça, j'espère en tout cas. Et puis Comment ça, mais il y a pas mal de ressources sur leur site internet. Et puis ils ont un chat où ils sont assez disponibles, il me semble, ce que je te disais tout à l'heure, c'est de lundi à jeudi, ils sont ouverts de 10h à minuit, donc c'est une plage horaire assez grande, donc qui laisse la possibilité de pouvoir échanger avec quelqu'un qui est formé. Et puis s'il y a des dangers aussi un peu plus imminents, il peut y avoir le 3919, même si sans que ce soit imminent aussi. Et puis sinon, les numéros de secours habituels aussi qui peuvent aider s'il y a un danger vraiment grave et imminent. Et puis après, là c'est un peu plus spécialisé pour la région nantaise, mais il y a Citadelle, la structure d'accueil pour les femmes victimes de violences et leurs enfants aussi, dans un lieu hyper agréable, qui a été conçu pour ça et qui est sécurisé. Je pense que ça fait un bon petit tour. Après, il en existe plein d'autres. Pour ce podcast, le titre pour moi, ça pourrait être le fait d'être ado et victime de violences au sein de son couple, le fait de témoigner pour lever les tabous. Pourquoi ce titre-là ? Parce que c'est pas quelque chose dont on parle encore assez. On en parle un peu, oui, mais clairement pas assez, et je pense que si on en avait plus parlé, moi ça aurait pu m'aider en fait à l'époque. En fait, ce que j'aime pas avec le terme de violence intraconjugale, c'est que justement ça ramène un peu à l'idée du couple installé, marié avec 3 enfants. Et du coup, moi justement, c'est ce qui me posait un peu problème, c'est que je me retrouve pas forcément dedans. C'est aussi ce qui a fait la complexité, tout bêtement, comme je te disais, mes parents, alors qu'ils ils ont été très ressources, etc., mais il y a des moments, ils savaient pas trop si c'était si c'était grave ou si c'était juste la crise d'ado que je restais enfermée dans ma chambre, et je leur en veux pas, Mais je pense que c'est important, parce qu'ils jouent pas mal de choses à l'adolescence, ils jouent pas mal de choses dans les violences au sein du couple, alors les deux mélangés, ça fait un bon cocktail. Pour moi, là, en mot de la fin, je dirais que le fait de témoigner, je pense que ça participe un peu à ma reconstruction. Ça fait partie des petits trucs dont je me saisis pour essayer de me reconstruire. Et puis c'était hyper enrichissant et j'espère que ça pourra aider d'autres personnes, surtout. Une production Parole et compagnie.